C'est bon. Alors, chers auditeurs, praticiens, académiciens, professionnels de la finance, chers étudiants, doctorants, c'est avec un plaisir que je vous accueille pour le deuxième webinaire dans cette série de webinaires organisés par l'Esselska Business School, Campus Rabat, dédié au mercredi de la loi de finances 2025. Donc, je rappelle un petit peu le concept pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Alors, il s'agit de sessions dédiées au projet de loi de finances 2025, où dans chaque session, il y aura un modérateur accompagné d'un intervenant qui vont essayer de mettre la lumière sur les orientations budgétaires, les priorités de dépenses ainsi que les réformes fiscales, sans oublier l'impact potentiel de ce PLF sur les citoyens et sur les entreprises. Alors, la semaine dernière, on a déjà eu l'occasion de discuter des orientations générales du projet de loi de finances 2025 et c'était avec le professeur Atoche. Là, le sujet d'aujourd'hui va s'articuler autour de la consolidation de la dynamique d'investissement et de la création d'emplois. Et j'ai à mes côtés professeur Moline qui a eu l'amabilité d'accepter notre invitation. Ensuite, nous avons quelques blocs par le futur que nous allons aussi discuter, la préservation de la soutenabilité des dépenses publiques, le renforcement des piliers de l'État social, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles. Alors, comme je l'ai dit, le webinaire d'aujourd'hui va s'articuler, va être dédié grandement sur la consolidation de la dynamique d'investissement et de la création d'emplois. Et à mes côtés, justement, professeur Moline, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Donc, bienvenue, professeur Moline. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, juste un topo pour lancer un petit peu le décor pour nos auditeurs aujourd'hui. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va essayer, il aura pour ambition de décrypter les enjeux clés justement de cette réforme économique. Nous allons essayer à travers les échanges de dresser un état des lieux contextualisant la situation actuelle pour tenter justement de décortiquer, de savoir cette volonté du gouvernement de prioriser l'investissement ou encore la création de l'emploi. Et aussi, nous tenterons d'explorer les mesures concrètes prévues par le projet de loi de finances qui vise notamment à ce que le tissu économique marocain offre de nouvelles perspectives pour les investisseurs et les entrepreneurs. Et un peu plus loin dans cet atelier virtuel, nous allons essayer d'aboutir à quelques recommandations susceptibles, un tant soit peu, de compléter les efforts consentis. Alors, professeur Moulier, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que face aux défis justement socio-économiques actuels, le Maroc il va s'engager dans une dynamique de réforme pour stimuler l'investissement, pour soutenir la création d'emplois. Et j'estime à mon sens que le projet de loi de finances 2025 constitue indéniablement une étape cruciale pour justement cette dynamique, encourager les secteurs clés à jouer un rôle central pour la relance du développement du pays. Et je dois dire que nous composons actuellement dans un contexte mondial qui est caractérisé par une perpétuelle mutation, une mutation qui est poussée à outrance, notamment par le triptyque des intermédiations, dématérialisation et décloisonnement. Et justement, là, les économies, elles essaient de se réorienter face à ces nouveaux défis. Et le Maroc n'abroge pas à la règle. Il est fidèle à sa vision stratégique de développement inclusif et il s'engage incontestablement à stimuler l'investissement et la création de l'emploi. Et le projet de loi de finances, il constitue justement une étape essentielle pour cette dynamique de changement, de construction de croissance pérenne, inclusive et durable. Alors, avant de vous poser ma première question, professeur Mouli, j'aimerais avoir votre réaction à l'édito. Alors, merci encore une fois pour l'invitation. En effet, le Maroc, à l'instar des autres pays du monde aujourd'hui, fait face à beaucoup de challenges, beaucoup de défis, que ce soit structurel ou conjoncturel. Bien sûr, le gouvernement a lancé cette PLF avec plusieurs axes, plusieurs priorités. Aujourd'hui, on va discuter de la priorité de l'investissement et de la création d'emplois. Et j'ai envie de dire qu'il s'agit d'une décision, le moins que l'on puisse dire, assez compréhensible et voire prévisible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, au-delà de ce que vous avez annoncé par rapport à la conjoncture mondiale, le Maroc a des particularités. Il est en train de faire face à beaucoup de problèmes, à plusieurs crises en interne, qui fait qu'aujourd'hui, il est indispensable de dynamiser cet investissement, de relancer l'économie et de créer un nombre substantiel d'emplois. Donc, parmi les choses, j'ai envie de dire, qui expliquent ce choix et qui fait que ce choix soit naturel,
La première raison qui saute aux yeux, j'ai envie de dire que je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est le taux de chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage au Maroc, c'est un taux extrêmement élevé. On parle de 13,6%. On n'avait pas connu un taux similaire depuis, si ma mémoire ne me joue pas de tour, depuis 1999. On avait atteint 13% de chômage. Donc ce taux, il est d'autant plus surprenant que paradoxal, étant donné que ce gouvernement avait fait de l'investissement et de la création d'emplois son cheval de bataille depuis son investiture. Donc, ce qui fait, encore une fois, ce qui donne encore plus d'importance à ce genre de chiffres et qui fait qu'aujourd'hui, on doit s'intéresser de près aux raisons qui font qu'aujourd'hui, on a ces taux de chômage, qui font qu'aujourd'hui, nous avons, pareil, des nombres de faillites d'entreprises en bas, encore une fois, c'est des records, c'est des chiffres qu'on n'avait jamais connus auparavant, même pendant le Covid, même pendant la crise de 2008. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui font que il faut parler d'investissement et qui expliquent que le gouvernement ait placé cet axe parmi les axes stratégiques de la loi de finances. Très bien. Alors justement, merci beaucoup pour votre réaction à l'édito. Et on va en parler justement de ce taux de chômage extrêmement alarmant que vous avez justement cité et de cette multiplicité, de cette résurgence de crise financière. Vous avez noté la crise financière de 2007-2008 qui justement, les politiques publiques peinent à faire démarrer la machine post-Covid-19 et post-crise financière 2008. Alors justement, professeur Boulid, dans le dessein de connaître les raisons qui ont conduit le gouvernement à accorder une attention particulière à la dynamique d'investissement et à la création de l'emploi, et a fortiori en essayant de situer ce choix dans le contexte actuel, j'aimerais vous demander pourquoi le gouvernement a-t-il jeté son dévolu sur ces deux orientations stratégiques et pourquoi justement ce gouvernement a-t-il donné une priorité cruciale à ces deux orientations? Donc, comme j'ai dit auparavant, donc on a un taux de chômage extrêmement élevé. On a également un nombre de faillites d'entreprises, ce sont des statistiques effrayantes. Et à côté de ça, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'investir et d'investir des montants substantiels pour dynamiser l'investissement et la création d'emplois, parce que ces chiffres-là, ça entrave l'action gouvernementale. Ça entrave l'action gouvernementale de trois manières différentes. La première étant que comme vous le savez, l'opinion publique reste focalisée sur les statistiques. Donc là, quand vous allez parler à une personne lambda, qu'est-ce qu'elle retient? Elle retient le taux de chômage, elle retient les défaillances de paiement, elle retient les faillites d'entreprise. Donc ces chiffres-là ne reflètent pas les initiatives prises par le gouvernement. Donc si vous voulez, il y a un déphasage entre ce qui se passe sur le terrain, les initiatives qui sont mises en place par le gouvernement et les statistiques. Donc le gouvernement reste résolument décidé à faire en sorte que ce qui se passe sur le terrain soit traduit dans les statistiques, parce que ça envoie de sa crédibilité. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, il faut que les chiffres suivent si on veut faire confiance à l'action politique et l'action gouvernementale. Donc ça, d'un côté. D'un autre côté, lorsqu'on a un taux de chômage élevé, encore une fois, on est obligé de mobiliser des mannes financières énormes pour aider les chômeurs sous forme d'aide sociale ou aide économique, ce qui représente une énorme pression financière sur les dépenses publiques. Encore une fois. Donc, on reste, si vous voulez, obligé à chaque fois à mobiliser des ressources financières importantes pour faire face à ce problème. Et la troisième chose qui fait que ce taux de chômage entrave l'action gouvernementale, c'est que comme vous le savez, un taux de chômage élevé, ça veut dire beaucoup de personnes, ce sont des personnes actives qui sont prêtes à participer dans la création de la richesse et de la croissance au Maroc, mais qui ne le font pas. Donc, ceci nous éloigne de la réalisation de notre objectif ambitieux de réaliser un taux de croissance de 6% en moyenne 6% d'ici 2030, selon le nouveau modèle de développement économique. Donc, on s'éloigne de nos objectifs stratégiques économiques. Donc, tout ça, ça fait que c'est, on va dire, une épine que le gouvernement se traîne depuis son investiture. Et enfin, il s'agit d'un choix logique et pragmatique dans le sens où dynamiser l'investissement, ça s'inscrit harmonieusement dans la feuille de route
2023-2026 de l'amélioration du climat des affaires au Maroc qui découle des autres orientations royales et des recommandations du nouveau modèle de développement. Donc tout ça fait que, en fait, c'était un choix extrêmement prévisible et ça s'est imposé, j'ai envie de dire, sur le gouvernement. Il se devait de mettre l'investissement et la création de l'emploi au cœur de son projet de loi de finances. Très bien, merci pour votre réponse. Effectivement, je peux souscrire avec les éléments que vous avez cités. Et je peux également ajouter le fait que le gouvernement ait envie de stimuler justement cette croissance économique durable. Vous avez parlé du taux de chômage, donc là, parmi les prérogatives, c'est de réduire le taux de chômage, notamment parmi les jeunes et parmi les femmes, diversifier l'économie pour la rendre beaucoup plus résiliente et encourager l'innovation et la compétitivité. Et j'aimerais ajouter aussi l'alignement des priorités économiques vers les objectifs, les ODD, les objectifs de développement durable. Nous avons, dans ce projet de loi de finances, justement, il y a une certaine volonté vers la transition énergétique et écologique que le gouvernement entend entreprendre dans ce PLF et justement en investissant des montants colossaux sur l'économie verte et sur la transition énergétique. Alors maintenant, professeur Moline, j'aimerais tenter d'examiner justement les facteurs conjoncturels et structurels qui expliquent pourquoi les investissements, les initiatives gouvernementales, le taux de chômage, vous l'avez dit, vous l'avez cité préalablement, et d'autres indicateurs macroéconomiques, ils demeurent relativement, on va dire, alarmants. Comment expliqueriez-vous cette situation contrastée malgré les efforts déployés? Alors, merci, professeur, pour cette question. Et en effet, c'est une question intéressante. Il faut s'intéresser de près à ces éléments, que ce soit structurels ou conjoncturels, qui font que nous vivons la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, il faut savoir que malheureusement, le Maroc souffre d'un problème structurel depuis plus de 25 ans en termes de chômage. Je vais essayer de m'expliquer. Il faut savoir qu'au Maroc, le taux d'activité et le taux d'emploi, de manière schématique et en valeur relative, n'arrête pas de baisser depuis 25 ans de manière systématique. En d'autres termes, de moins en moins de personnes cherchent du travail et de moins en moins de personnes en trouvent. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on vit depuis 25 ans. Je vais essayer de mettre en exergue ça en donnant des chiffres. Alors, chaque année au Maroc, il y a à peu près 400 000 personnes qui passent en situation de travail, c'est-à-dire qu'ils ont l'âge légal pour travailler et sont alors susceptibles de faire partie de la population active. Donc, on parle de 400 000 personnes. À côté de ça, entre 2000 et 2020, voilà, entre 2000 et 2020, pendant 20 ans, nous avons créé en moyenne entre 100 000 et 120 000 emplois. Donc, ça nous fait un déficit annuel de 280 000 emplois que nous sommes en train de traîner depuis les années 2000, donc depuis 25 ans. Ça d'une partie. Cet élément structurel que nous traînons depuis 25 ans a été exacerbé ces dernières années par la sécheresse. Donc, la sécheresse en 2022, 2023 et 2024, et nous a fait perdre pas moins de 500 000 emplois. Nous avons perdu 500 000 emplois à cause de la sécheresse. Conjuguer ça à l'héritage du Covid-19 que nous n'avons pas encore pu résorber, nous avions perdu 450 000 emplois, il y a eu un rebond après, mais ça n'avait pas résorbé la totalité. On se retrouve avec, le gouvernement se retrouve devant une situation, il fait face à des challenges multidimensionnels. Donc il y a la conjoncture, il y a tout ce qui est structurel, comment ça se traduit sur le terrain? Ça se traduit avec beaucoup d'initiatives, beaucoup d'investissements et très peu de résultats. Je parle de statistiques. Très peu de données qui vont dans le sens j'ai envie de dire, dans un autre contexte plus favorable, les actions qui ont été initiées sur le marché auraient donné des résultats beaucoup plus positif. Donc voilà, c'est cette conjugaison, si vous voulez, de facteurs structurels et conjoncturels qui font qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on vit. J'aimerais aussi parler d'un élément qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt, c'est l'effet boomerang des annonces.
Ce gouvernement, il arrive en fanfare, il dit on va créer 250 000 emplois, on va lancer le programme Força, on va lancer le programme Abrash, on va résoudre le problème. Donc, cet effet d'annonce, comme ça, il fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, pourquoi pas moi. Et donc là, c'était des personnes qui avaient, on va dire, perdu espoir dans l'emploi. Ils avaient soit décidé de continuer leurs études, soit ils étaient hors champ, on va dire, du calcul du taux de chômage. Mais lorsqu'ils entendent ça, lorsqu'ils entendent que 250 000 emplois vont être créés, que des programmes importants en termes de création d'emplois vont être initiés, et qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils redeviennent actifs et ils rentrent dans le champ du calcul du taux de chômage. Et là, on a une augmentation artificielle du taux de chômage. Donc, au lieu de diminuer le chômage, ces annonces vont venir augmenter artificiellement le taux de chômage. Et encore une fois, ça ne joue pas en faveur de l'image des actions gouvernementales. Très bien. Merci beaucoup, professeur Moline. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions éventuellement dans le chat de la conversation, histoire d'approfondir leur compréhension quant aux décisions façonnant l'avenir économique du pays pour ce qui est de la dynamique d'investissement et de la création de l'emploi. Alors, bien évidemment, je souscris parfaitement à ce que vous avez dit. J'ajoute à cela la multiplicité des crises. Parce que là, pour le coup, pour les indicateurs, pourquoi les indicateurs économiques demeurent relativement alarmants? Parce qu'il y a eu une résurgence de crise. Et le Maroc, pour reprendre justement du poil de la bête, ça peine à décoller, ça peine à prendre son envol, d'autant plus que post-pandémie Covid-19, nous avons eu une difficulté incommensurable pour ce qui est de la reprise de l'économie, de la reprise des indicateurs macroéconomiques, et les effets tangibles peinent justement à prendre place. À présent, professeur Moline, nous arrivons à un tournant de notre webinaire où il s'agira de discuter justement de l'ensemble des mesures proposées par le PLF, un projet de loi de finances 2025, destiné à dynamiser l'investissement, à stimuler la création de l'emploi. Et ces mesures vont venir renforcer l'attractivité du Maroc. Ils vont essayer de diversifier son économie et offrir de nouvelles perspectives aux entreprises, aux investisseurs et aux entrepreneurs, notamment pour les jeunes, pour les femmes et aussi dans les zones les moins développées. Alors, j'aimerais vous interpeller, professeur Moline, par rapport à ça, pour ce qui est de la consistance justement de ces mesures qui représentent indéniablement un catalyseur pour ces deux leviers clés de croissance économique que sont la dynamique d'investissement et la création d'emplois. Alors effectivement, il faut dire que ce PLF se montre extrêmement ambitieux et propose un nouveau modèle de croissance économique. Donc ça, qui sera plutôt axé sur l'augmentation de la productivité d'un côté et d'un autre côté une répartition optimale de l'investissement avec une plus grande participation du secteur privé. Alors pour ce faire, bien sûr, ceci va passer indéniablement par l'opérationnalisation de la nouvelle charte d'investissement. Cette nouvelle charte d'investissement, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit un nouveau système de soutien à l'investissement qui sera doté d'une enveloppe de 12 milliards de dirhams. Donc, ces 12 milliards de dirhams de soutien d'investissement, ça se traduit de manière plus concrète sous forme de compensation commune, compensation territoriale et quelques incitations sectorielles. Donc là, encore, je vais essayer d'être encore plus concret. De quoi on parle? Là, on va proposer à des entreprises de leur verser des primes calculées en pourcentage de leur montant d'investissement. Et là, je vais parler de la compensation commune. Là, on va leur verser une prime en fonction de critères comme le ratio genre, comme la création d'emplois stables ou encore le développement durable. On a d'un autre côté les compensations territoriales. Donc là, on va inciter les entreprises à investir dans des régions vulnérables pour encourager l'équité territoriale. Et enfin, nous avons des incitations sectorielles. Donc, ces incitations sectorielles visent à encourager des secteurs
prometteurs, des secteurs qui ont un potentiel, on va dire un potentiel de développement important. Donc là, quand on consolide l'ensemble de ces initiatives, une entreprise, avec ces deux compensations et ces initiatives, une entreprise peut arriver jusqu'à 30% de son capital investi. C'est-à-dire, si elle ramène, par exemple, je ne sais pas, allez, 10 millions de dirhams, l'État va lui donner une prime de 3 millions de dirhams. Si elle répond aux critères, notamment, donc encore une fois, l'approche genre, la création d'emplois stables, elle doit aller s'installer dans une région vulnérable et elle doit investir dans un secteur prometteur. Sinon, si c'est seulement un de ces critères qu'elle va respecter, ben les 30% vont passer à 20, 15, 10, etc. Donc ça, si vous voulez, ça c'est le premier axe. On a un deuxième axe, et cet axe, lui, il va s'intéresser de près aux programmes de promotion d'emploi qui sont déjà actifs. Donc il faut savoir qu'on a des programmes de promotion de l'emploi qui sont déjà actifs, notamment à l'image de Ta'hil, Idmej ou Qawaliti. Donc on va injecter 1 milliard de dirhams pour renforcer l'impact de ces programmes. Donc, on vise 220 000 bénéficiaires et on vise également, à travers cette enveloppe, à favoriser les formations en alternance. Donc, et là, on parle de 100 000 apprentis. Le troisième axe, c'est un axe qui va s'intéresser de très près au problème de la sécheresse. Donc, comme je l'avais dit précédemment, entre 2022 et en 2024, nous avons perdu 500 000 emplois. Le gouvernement ne veut pas faire la même erreur. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il va mettre sur la table 1 milliard de dirhams pour limiter les conséquences de la sécheresse sur la perte d'emplois dans le monde rural. Comment? Donc ça va se traduire à travers des incitations fiscales, mais également, et surtout ce qui est important, des subventions au prix des intrants agricoles. Donc, on espère avec ça de au moins ne pas créer, on ne rêve pas, on ne veut pas créer d'emplois dans le monde rural, on ne veut juste ne pas en perdre. On veut garder les mêmes chiffres et ne pas subir les conséquences de la sécheresse comme 2022, 2023 et 2024. Donc là, si vous voulez, c'est les trois premiers. Après, parallèlement à l'investissement privé, il y a aussi l'investissement public. L'investissement public, comme vous le savez, il y a une manne financière record qui va être investie. On parle de 340 milliards de dirhams. D'ailleurs, depuis son investiture, le gouvernement n'arrête pas de battre des records. En 2022, il avait mis sur la table 240 milliards. En 2023, 300 milliards. En 2024, 330 milliards. Et là, on parle de 345 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait jamais connu ces chiffres auparavant. Donc 340 milliards, ça va être naturellement réparti entre le budget général de l'État, les comptes spéciaux du Trésor. On a aussi quelques fonds comme le fonds de Mohamed Sadis pour l'investissement. Donc on a 340 milliards. Ces 340 milliards, à quoi ils vont servir? Ça va être pour la grande majorité des projets d'infrastructure. Donc quand on parle d'infrastructure, on va parler dans un premier temps d'infrastructures liées au secteur de l'énergie et de l'environnement. Ce qui est naturel, encore une fois, et vous l'avez dit, le Maroc s'est engagé dans la transition énergétique. Le Maroc, c'est un exemple pour beaucoup de pays en matière de transition énergétique. Il commence à en récolter les fruits, notamment avec les conventions qu'il vient de signer dernièrement avec la France. Donc, il y a la transition énergétique, il y a beaucoup d'argent qui va aller dans ce sens. On a aussi les infrastructures relatives à la gestion de l'eau. Comme vous le savez, encore une fois, le Maroc a un problème structurel, on a un stress hydrique et chaque année, on en paye le prix. Nous n'avons toujours pas résolu ce problème. Donc, il y a un grand montant qui va aller dans ce sens. Ça va être, je pense, la poursuite de la construction de 4 barrages, en plus de 3 barrages supplémentaires. En plus de ça, nous avons aussi des projets d'infrastructure dans le transport, notamment les réseaux routiers, ferroviaires et portuaires. Donc, et là, ça va être
en préparation aux grands événements qui nous attendent, notamment l'organisation des événements sportifs d'envergure, à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde. Donc, ces projets d'infrastructure, bien sûr, ce sont des investissements publics qui vont profiter aux entreprises sous forme de marchés publics et de bons de commande. À côté de ça, toujours dans le cadre de l'investissement public, nous avons le fonds de l'investissement et qui sera doté d'une enveloppe colossale de 45 milliards. Donc là, il se place dans le cœur du projet du gouvernement afin de relancer l'économie, attirer des nouveaux investissements et surtout lancer des grands projets industriels et stratégiques. Donc, ces 45 milliards, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement a choisi en fait de cofinancer des projets. C'est-à-dire que pour attirer des investissements privés et pour augmenter de manière substantielle le capital investissement dans le Maroc, on va proposer à nos investisseurs privés un cofinancement. Ce qui dit cofinancement dit partage de risques, ce qui envoie un signal important aux investisseurs, un signal de confiance et prépare un terrain propice à l'investissement. Donc, on parle cette année de 45 milliards. Il faut savoir que sur 4 ans, ces 45 milliards vont passer à 150 milliards de dirhams. Si on multiplie ça par minimum 3, on arrive à une enveloppe de 500 milliards d'investissement dans le privé à travers justement ce système de cofinancement et partage des risques. Et donc, on en attend beaucoup de ce projet et de ce fonds de Mohamed Sadis de l'investissement, notamment en matière d'investissement stratégique et de création d'emplois. Il faut savoir aussi que la priorité va être donnée aux projets qui vont justement prioriser l'innovation et la recherche et le développement. Comme ça, d'un côté, on stimule l'investissement, on crée des emplois, mais d'un autre côté, on modernise et on améliore la compétitivité de notre économie et de notre pays en général, effectivement. Très bien. Merci beaucoup pour l'ensemble des mesures que vous avez citées, professeur Moline, auxquelles je souscris parfaitement, notamment pour l'attractivité du Maroc, pour la diversification de son économie et pour justement l'offre d'opportunités d'emploi durables pour les jeunes. Donc, vous avez cité aussi les femmes et les zones les moins développées. Alors, si je veux résumer un tant soit peu les mesures que vous avez entreprises, donc vous avez dit la mise en œuvre de la nouvelle charte d'investissement, conjuguée à la réforme de la commande publique, globale de la commande publique, le renforcement de la synergie entre les secteurs publics et privés, la facilitation de l'accès au financement, donc vous l'avez dit, l'opérationnalisation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement et la poursuite de l'effort de l'investissement public, notamment l'investissement en eau, qui est un chantier protagoniste et prioritaire pour le gouvernement, et la poursuite de grands chantiers d'infrastructure, donc vous les avez cités, et l'accompagnement des stratégies sectorielles. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat de la conversation, histoire de profiter de l'expertise de notre invité aujourd'hui. Alors, nous arrivons maintenant à la dernière ligne droite de ce webinaire. Justement, avant de prendre des questions de nos chers auditeurs, j'aimerais quand même vous écouter, professeur Moline, par rapport aux aspects les moins explorés de ce projet de loi de finances, et si éventuellement vous avez des recommandations en tant qu'universitaire capitalisant sur les expériences réussies des économies similaires à la nôtre. Alors, là, vous êtes en train de me demander des recommandations, n'est-ce pas? Il faut dire que ce projet de loi de finances, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est très ambitieux et s'attaque à plusieurs chantiers stratégiques. Maintenant, c'est vrai qu'en le lisant de fond en comble, il me paraît évident que nous avons oublié les TPE, donc les très petites et les petites entreprises, mais également les auto-entrepreneurs. On parle ici quand même de l'épine dorsale de l'économie marocaine. Donc, comme vous le savez, ça représente 90% du tissu économique marocain. Et les faillites dont on a parlé tout à l'heure, en fait, ça touche en premier lieu ces très petites et ces petites entreprises. Donc là,
ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une absence flagrante d'initiatives destinées exclusivement à cette tranche d'entreprise. Je m'explique. Là, on a parlé tout à l'heure d'investissement privé, on a parlé des 12 milliards par exemple. On a parlé des investissements publics, on a parlé de 340 milliards. Je vais commencer par les investissements publics. Les 340 milliards, ils vont bien sûr profiter à plusieurs entreprises. Le problème, c'est que aujourd'hui, les marchés publics, à ce jour, ils vont systématiquement aux moyennes et aux grandes entreprises. Il y avait une loi en 2013 qui disait que 20% des marchés devaient aller systématiquement aux TPE et PME, mais malheureusement, cette loi n'est toujours pas appliquée. Il n'y a toujours pas de décret d'application, ce qui fait que ces entreprises n'arrivent toujours pas à accéder à la commande publique. Et sur l'année 2025, si on parle de 340 milliards d'investissements, on parle d'une perte de plus d'un marché de 600 millions de dirhams. Donc rien n'est fait pour les protéger. Maintenant, si je passe à l'investissement privé, encore une fois, il y a des initiatives. On a parlé de compensation commune, compensation régionale, incitation sectorielle, mais encore une fois, c'est destiné aux TPE, aux PME et aux grandes entreprises. Et encore une fois, ce qui risque d'arriver, c'est que la part du lion va encore une fois aller pour les PME et les grandes entreprises. Et les TPE en général, ce sont des entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon, qui ne sont pas très structurés et qui n'ont pas forcément ce recul et cette organisation pour aller démarcher l'État, investir dans des projets innovants, etc. Donc, si vous voulez, encore une fois, moi j'ai l'impression que 95% de ces incitations vont aller aux PME et aux grandes entreprises, et les TPE se retrouveront, encore une fois, seuls face à leur sort. À côté de ça aussi, il n'y a pas d'incitation fiscale claire et nette, encore une fois, pour ces TPE. On ne les aide pas. Au contraire, ils étaient généralement considérés par le taux, la première tranche d'IS qui était à 10%. Cette tranche d'IS, là, elle est en train de basculer vers 20%. En 2024, on était à 15%. En 2025, je pense qu'on sera à 17,5%. Ça ne joue pas en leur faveur. Il y a l'arrêt du programme Força, l'arrêt du programme Interaca. Donc, les très petites entreprises et les auto-entrepreneurs vont se retrouver, encore une fois, face au microcrédit qui est très cher. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on est en train de répondre à la problématique de faillite et aux difficultés encourues par ces très petites, ces auto-entrepreneurs et ces très petites entreprises. Pour moi, si vous voulez, c'est vraiment les grands oubliés, j'ai envie de dire, si j'ose dire, de ce projet de loi de finances. Mais bon, peut-être que ça va être prévu pour l'année prochaine, où on va mettre en place des initiatives qui seront dédiées de manière exclusive, encore une fois, à ces très petites entreprises. Donc, si je devais résumer, pour moi, ce PLF est extrêmement ambitieux, il répond à beaucoup de challenges. Malheureusement, les TPE n'ont pas eu la part qu'ils méritaient en fait ce PLF pour les sortir des challenges qu'ils sont en train de vivre et aussi les pertes d'emplois qu'ils sont en train de connaître. Voilà, donc pour moi, si je devais parler de recommandations, c'est vraiment considérer, analyser en profondeur les problèmes de ces TPE, mener des enquêtes en profondeur pour comprendre pourquoi ces TPE peinent à devenir des PME, pourquoi ces TPE n'arrivent toujours pas à accéder au financement, pourquoi ces TPE n'arrêtent pas de perdre des emplois et pourquoi ces TPE n'arrêtent pas aussi de fermer ou n'arrêtent pas aussi de faire faillite. Donc, prévoir des mesures phares destinées exclusivement à ces TPE. Très bien, merci beaucoup. Donc pour vous, professeur Moline, les TPE font partie des entreprises qui sont les moins explorées dans ce projet de loi de finances 2025. Et là, nous arrivons carrément à la fin de notre webinaire, justement. Nous terminons un peu avant l'heure, mais j'aimerais quand même prendre quelques questions de notre auditoire. Je vais voir s'il y a des questions.
Alors, pour les personnes qui sont sur le chat de la conversation, vous êtes priés de poser des questions si vous en avez autour de la question de la dynamique d'investissement et de la création de l'emploi. Alors, je pense qu'il y a une question qui vient de tomber là. Je tiens à vous remercier pour ce webinaire. Ma question est la suivante. Comment le gouvernement envisage-t-il de garantir une adéquation optimale entre les compétences disponibles et les besoins évolutifs du marché du travail? Alors, merci Mohamed Boujlid pour ta question. Alors, effectivement, une question extrêmement intéressante. Le gouvernement fait en sorte de répondre aux besoins du marché de travail, justement à travers les programmes qui sont toujours actifs d'encouragement à l'emploi. Donc, concrètement, il s'agit en fait d'accompagner des jeunes diplômés dans le choix justement de leur formation et en leur proposant des stages, en prenant aussi en charge une partie de la rémunération des stages, mais encore une fois, à condition que cet apprenant choisisse une formation que le marché demande. Donc, c'est ça, en fait, la démarche du gouvernement, c'est qu'il est clair là-dessus. Ces programmes-là qui sont subventionnés, ils sont subventionnés pour des formations qui sont demandées par le marché du travail. Donc, c'est comme ça que le gouvernement marocain essaie d'orienter ses apprentis, ses apprenants vers ces formations qui sont très, très, très demandées. Justement, il y a aussi le fait de l'adéquation de l'offre professionnalisante. Par exemple, nous, dans l'enseignement supérieur, on essaie de voir éventuellement dans le marché du travail les attentes, ce qui est demandé dans le marché du travail. Et nous essayons d'adapter justement notre offre de formation par rapport aux éventuelles attentes de ce marché du travail. Alors, est-ce qu'il y a une autre question avant de pouvoir clôturer le webinaire? Je peux poser des questions ici? Oui, je pense, oui. Oui. Très bien, de prime abord, je vous remercie de votre prestation durant ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'investissement et de création d'emplois. Donc, ma question est un peu sine qua non par rapport au premier webinaire qu'on a évoqué avec M. Atoche. Bon, la question est la suivante. Comment interagissent-ils les 15 objectifs de Caldor pour dynamiser l'investissement et la création d'emplois dans une économie moderne, bien sûr? Tu peux répéter ta question? Comment les objectifs de Caldor qu'on a évoqués avec M. Atoche dans le dernier webinaire interagissent-ils pour stimuler, pour dynamiser l'investissement et la création d'emplois dans une économie moderne? Qu'est-ce que tu entends par les objectifs de Caldor? Bien évidemment, je parle des objectifs, la croissance, avoir un PIB positif, lutte contre l'inflation, c'est-à-dire contrôler la politique monétaire, la balance de paiement d'une autre part, et voilà, création d'emplois et d'employabilité et lutter contre le chômage. Comment ces objectifs qui sont colossaux, voilà, interagissent-ils pour stimuler l'investissement? Bien sûr, l'investissement, vous avez cité 45 milliards, et puis la création d'emplois dans une économie moderne, en l'occurrence le Maroc. J'aimerais juste ajouter Nicolas Caldor. Vous parlez de Nicolas Caldor? Oui, exactement. Nicolas Caldor est un théoricien post-keynésien qui a travaillé justement sur le carré magique. On l'a évoqué la semaine dernière avec le professeur Atoche, justement la stabilité, le carré magique, la stabilité des prix, le plein emploi. Il y a quoi d'autre dans le carré de Caldor, carré magique de Caldor? L'équilibre du commerce extérieur et justement la stabilité des prix, la stabilité de la conjoncture économique. Ces objectifs, on va dire, ce sont des objectifs utopiques que l'État essaie de poursuivre, bien entendu. On ne va pas atteindre à 100% l'ensemble de ces objectifs, mais encore une fois, l'État est en train de mettre en place des initiatives. Il ne faut pas oublier aussi que ces initiatives arrivent dans une conjoncture extrêmement difficile. Nous avons un contexte géopolitique extrêmement instable, une météo aussi avec le changement climatique extrêmement instable. Donc déjà là, on ne parle pas, si vous voulez, d'une conjoncture favorable. Donc il y a beaucoup de challenges. Donc déjà, on essaie de mettre en place des initiatives pour limiter les conséquences de ces challenges avant d'arriver à tous ces objectifs que vous avez cités. Maintenant, au-delà de ça, encore une fois, le gouvernement essaie tant bien que mal de réduire le taux de chômage au maximum, d'avoir un taux d'inflation
le plus stable et réduit possible. Et le gouvernement est en train de faire un bon travail concernant le taux d'inflation. C'est vrai qu'il y a une inflation, mais par rapport au contexte mondial, nous sommes parmi les meilleurs qui ont pu gérer leur taux d'inflation. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'investissement et de création d'emplois, ce qui revient souvent, c'est ce taux de chômage. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de création d'emplois, mais ce sont des facteurs structurels qui nous empêchent, encore une fois, d'atteindre ces objectifs utopiques ou le carré magique. Justement, alors si je peux rajouter quelque chose, professeur Moline, par rapport à ce carré magique de Caldor. Alors, nous l'avons évoqué la dernière fois avec professeur Attouche lorsque nous parlions des orientations générales du projet de loi de finances 2025. Et justement, je pense qu'il y avait une question sur ça. Nous avons dit que nous allons l'évoquer dans la consolidation de la dynamique d'investissement et la création d'emplois. Et justement, la juxtaposition de ces 4 grands objectifs de Nicolas Caldor qui font le carré magique font que, éventuellement, les politiques publiques, lorsqu'elles veulent justement produire un projet de loi de finances ou encore penser à une économie pérenne, inclusive et durable, font que, éventuellement, il doit prendre en considération donc une croissance économique pérenne, doit prendre en considération la stabilité de l'équilibre extérieur, éventuellement le plein emploi. Et donc, c'est justement cette juxtaposition et cet amalgame entre ces 4 axes qui font que les politiques publiques offrent un projet de loi de finances, encore une conjoncture économique stable, inclusive et pérenne. Alors, je vais voir s'il y a éventuellement d'autres questions de nos auditeurs. Alors, il y a une question de Delphine Pandaro. Mademoiselle Delphine Pandaro, madame, je tiens à remercier pour la présentation. Je suis venue un peu tard, mais j'aimerais vous demander de voir si le projet de loi est-il disponible et s'il pourrait être partagé. Je suis Delphine Pandaro depuis le Togo, mais je suis plus intéressée par les découvertes. Je suis plusieurs formations en ligne depuis le Maroc. Je vous remercie. Alors oui, éventuellement, la note de présentation du projet de loi de finances 2025 est disponible. Et si jamais vous prenez contact avec les officiels ou encore l'exécutif de l'école, on peut éventuellement partager ça. C'est disponible déjà sur Internet, donc vous pouvez voir, vous documenter par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense, je pense qu'il y a une question. C'est une question de Sana Outadmiri. Merci pour cette conférence intéressante. Comment percevez-vous la réforme imminente des CRI, notamment en ce qui concerne le traitement des projets en moins de 250 millions de dirhams, et quel rôle pourrait jouer le Maroc PME, c'est-à-dire les PME dans ce contexte? Merci à vous. Alors, effectivement, parmi les réformes menées par le gouvernement, il y a la simplification des procédures, et nous sommes en train de donner une grande importance au centre régional d'investissement et les doter aussi d'une certaine souveraineté pour qu'ils puissent aussi contribuer de manière substantielle à la politique économique en général et au développement d'un investissement privé. Donc, bien sûr que les mesures mises en place vont favoriser la création d'entreprises d'un côté, mais ils vont aussi favoriser l'expansion des PME, parce qu'il y a une pléthore de procédures qui vont faire que les PME vont souffrir, on va dire, parce qu'il y aura toujours des freins, mais vont souffrir moins d'accès au financement, qui est, comme vous le savez, le plus grand défi auquel on fait face aujourd'hui lorsqu'on veut s'expandre, lorsqu'une PME veut franchir des étapes. Elle a du mal à trouver les bons financements et les bons leviers sur lesquels s'appuyer pour passer à un niveau supérieur. Donc, cette réforme-là s'inscrit parfaitement dans ce raisonnement et s'inscrit aussi parfaitement dans la nouvelle charte d'investissement et dans la feuille de route de l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, on appelle ça Business Ready. Le Maroc gagne des points dans ce domaine et ça continue avec ces réformes. Très bien. Alors, je pense que nous arrivons à
à la dernière ligne droite où il est aussi sujet de remercier le staff technique, remercier les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce webinaire, le staff pédagogique pour leurs efforts colossaux et pour nous offrir justement cette plateforme pour discuter du projet de loi de finances 2025. Je remercie également le professeur Bounil pour avoir dispensé de sa science et de son savoir vis-à-vis de la dynamique d'investissement et de la création de l'emploi. Je pense que nous avons déjà eu par le passé l'occasion d'interagir dans le webinaire sur la IPO. L'introduction pour. Voilà, Initial Public Offering. Et là, ça sera dans cette même salle, je me rappelle. Et donc là, c'est un deuxième webinaire auquel nous participons tous les deux. Alors, je donne un rendez-vous pour les auditeurs, pour nos auditeurs, pour le mercredi prochain. Et ça sera sur la préservation de la soutenabilité des dépenses publiques, notamment avec un autre intervenant, Madame Jinat Benhida, qui est responsable ou qui est spécialiste dans la régulation des marchés financiers. Alors, sur ce, notre webinaire touche à sa fin. Je remercie tout le monde, nos auditeurs qui ont été nombreux à nous suivre pour leurs questions. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Merci à vous. Merci.